Alors démarrons cette nouvelle interview en français. Donc on vient de la faire en anglais, c'était d'ailleurs très intéressant. Je trouve que toujours quand j'entends en anglais, j'ai l'impression que c'est toujours plus intéressant, plus puissant, je ne sais pas pourquoi. Même si j'adore le français aussi. Donc Sophie, je vais te laisser te représenter rapidement, même s'ils verront la vidéo en anglais aussi, je la sous-titrerai parce que c'était trop intéressant pour la laisser qu'aux Américains. Et donc du coup on va parler d'un autre sujet, mais si tu peux te représenter brièvement en français, ça serait super. Alors donc je m'appelle Sophie, je suis née en France et quand j'avais 25 ans, je me suis installée à Los Angeles. Je suis entrepreneur dans le sang. Mon père me raconte des histoires de quand j'avais 5-6 ans où j'étais vraiment incroyablement intéressée par faire avancer le schmilblick humain. J'avais plein d'idées, des trucs, tu vois, un peu simplets, parce que j'étais à l'école, j'étais une toute petite fille, tu vois, mais j'avais des idées vraiment, je rentrais à l'école et je disais, alors il y a des gens, ils n'ont pas de cartable, il y a des gens, ils ont 2 cartables, et donc je pense qu'on devrait prendre ceux qui ont 2 cartables et le partager avec ceux qui en ont qu'un, parce que c'était un peu communiste comme façon de réfléchir, mais j'avais plein d'envie de prendre ce qui était et de le changer. Et de le partager en fait. De le partager. Ça donne du sens à ton site. Ouais, exactement, ça donne tout à fait le sens, exactement, le sens à mon site, et il y avait toujours ce désir de ne pas prendre les choses comme elles sont, mais de les questionner. Et de dire, peut-être que c'est une bonne idée de marcher sur les pieds, mais je vais quand même demander si c'est pas une bonne idée de marcher sur la tête. Et je prenais tout un peu comme ça, et je le mettais à l'envers, et je le mettais dans les 2 sens, et ça devait pas être facile d'ailleurs d'être mes parents et d'être dans mon environnement, parce que j'étais... Et d'être professeur peut-être. Ouais, de mes profs aussi, j'étais très curieuse, et puis j'étais vachement, à l'époque, je pense que j'étais moins diplomate, peut-être que je le suis devenue. Il y avait moins de sagesse. Un peu moins de sagesse, et donc j'étais pourtant, mon prénom est Sophie, donc ma sagesse, apparemment, je l'aurais eu tout début, mais j'étais virulente dans j'avais, tu vois, j'avais des opinions vachement fortes et tout, et en fait, je me rends compte que quand tu abordes les sujets avec trop d'intensité, tu perds l'intérêt des gens. Les gens ont besoin de se défendre parce que tu les attaques. Surtout en France peut-être. Surtout en France, et je pense que je me suis jamais sentie tellement à ma place en France pour ça. Tu vois, j'avais toujours un peu trop une grande gueule, trop de cheveux, trop de poids, trop de taille, trop d'idées. Je sais pas, j'étais toujours un peu, je me sentais pas à ma taille, tu vois, symboliquement et physiquement. Et quand je suis venue m'installer aux États-Unis, à l'origine, c'était le bon endroit. C'était vraiment le bon endroit parce qu'ici tout le monde est d'une autre couleur, parle d'une autre langue, vient d'un autre truc, a des parents qui viennent d'ailleurs. Tu peux sortir dans la rue et t'es jamais le bizarre, parce qu'il y a plein de plus bizarres que toi, plus différents de toi. Oui, il y a une forme d'acceptation générale en fait. Ouais, et j'ai souvent cette sensation que quand je suis à Paris, je sors dans la rue, il faut que j'allume la machine et que je parte un peu au combat, tu vois. Quand je suis à Los Angeles, j'ai beaucoup plus cette sensation que, quel que soit l'état dans lequel je suis, si je vais dans la rue, il va se passer quelque chose qui va m'élever, tu vois, quelqu'un va être sympa, quelqu'un va m'aider à trouver mon chemin, quelqu'un va me porter mon truc au magasin. Il y a plus de gentillesse. Et donc je pense que quand toi t'es un peu, t'es pas au mieux de ta forme, ça te met du vent derrière tes ailes un peu, que je ressens moins à Paris. D'accord, donc aujourd'hui, pour préciser, on est à Los Angeles. Oui, c'est là que je vis. Et donc du coup, aujourd'hui, t'es entrepreneuse. Ouais. Je sais pas si ça se dit entrepreneuse, entrepreneur en tout cas. J'entreprends. Tu entreprends des choses qui font du sens avec les désirs que tu avais enfant de partager. Donc rapidement sur ton site internet, c'est… Mon site internet s'appelle Live by Me, il est que en anglais, mais si tu vas sur Google Chrome, ça traduit toutes les pages, donc ça c'est assez facile. Donc ça motivera les gens à apprendre l'anglais. Allez, c'est une bonne idée. Et donc l'idée là, c'était vraiment d'aider les gens à avoir des conversations un peu plus, avec un peu plus de profondeur, un peu plus de gravitas. Parce que je me disais beaucoup à l'époque que quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, t'es un peu dans un truc, et où est-ce que tu vas en vacances, et c'est superficiel quoi. Et moi ça je peux faire 1 minute 25 quoi, au bout d'1 minute 25 je m'éteins. Tu t'es chronométré, t'as remarqué qu'après c'était… Vraiment, 1h30 tu me vois, là je suis comme un pauvre Michelin tout dégonflé. J'ai vraiment beaucoup plus de plaisir D'ailleurs un jour j'étais dans un dîner avec un potentiel amoureux, et qui pendant 1h30 m'a parlé de vacances et du temps qu'il faisait et de comment la plage et le sable et le machin, et au bout d'1h30 il s'est levé pour aller faire pipi, et je lui ai dit, tu sais quoi, quand tu reviens t'as 10 minutes pour me dire un truc intéressant, pour me dire un truc qui vient de toi. Et le mec il est revenu, le pauvre, il était complètement tétanisé, donc il est resté à peu près 30 minutes aux toilettes. Je l'ai jamais revu, il est parti par la fenêtre. Non, il est revenu et il a commencé à me parler d'un truc super émouvant, super important pour lui, qui était vachement présent en fait, et lui-même, on est sorti de ce dîner en se disant, mais peut-être qu'on va pas vivre ensemble, tu vois, c'est peut-être pas le fit, mais il y avait ce côté, on est allé ensemble dans un truc qui était plus profond. Plus profond, plus authentique, tu vois, qui demandait plus
de révélation de soi-même, tu vois, moi, maintenant que j'ai découvert ça, c'est comme si tu me disais, tu vois, t'as mangé des cailloux toute ta vie, et puis après tu manges un plat le plus extraordinaire dans un restaurant, et que tu me dis, bah non, faut repartir manger des cailloux, je vais te dire, je suis désolée. C'est pas mal cette je veux pas manger de cailloux, tu vois, je veux manger. Ah bon, t'es sûr? Non, je veux pas manger de cailloux. Je veux manger des trucs délicieux, tu vois. Et quand j'ai des conversations avec les gens où il y a une vraie curiosité, une vraie, tu vois, une vraie envie que je découvre qui tu es et que toi tu découvres qui je suis et qu'au milieu de ça on découvre un truc encore intéressant qui n'existait pas avant qu'on se rencontre, tu vois. Je trouve ça tellement intéressant que je peux pas manger des cailloux, quoi. Donc ton site, c'est en fait un mélange de plein de petits mets avec différentes personnes sur qui ils sont et plus profond. C'est exactement ça. Alors du coup, j'ai envie de rajouter une question avant celle que j'avais en tête au début en français. Alors, il y a un truc assez bluffant pour moi quand je viens aux États-Unis, c'est la faculté que les Américains ont à créer des contacts, à créer des liens, à rentrer en lien. Et le truc qui m'a étonné en fait quand je t'ai rencontré tout à l'heure, là, physiquement, je me suis dit tiens, c'est une Américaine mais il y a du français dedans, je sais, il y a un mélange, il y a un truc sympa. Du coup, je voudrais te poser cette question en français. Ça serait quoi un peu est-ce que tu es connecté avec des gens vraiment intéressants? Qu'est-ce qui fait que tu te connectes avec les gens? Comment ce serait souvent un peu la recette de Sophie pour rentrer en contact avec les gens? Écoute, je crois que la première chose, c'est que j'ai cette intention. J'ai une intention, quand je démarre une conversation ou que j'ai même une rencontre fugitive, tu vois, j'ai une vraie intention de connecter. C'est un vrai désir pour moi. Donc, à partir du moment où j'ai cet intérêt, c'est comme si tu disais quelqu'un, il est très intéressé par savoir d'où viennent les gens. Tu vois, c'est la première question que tu poses, c'est de quel pays tu viens. Tu vois, moi, ce qui m'intéresse, c'est où est-ce qu'on va. L'essence de la personne. Oui, d'ailleurs, ce week-end, j'étais avec quelqu'un d'extraordinaire qui fait de la négociation dans le monde entier, qui s'appelle Bill Ury, et qui a négocié. On a failli croiser ensemble au même endroit. Cette histoire est complètement hallucinante. Et il disait que le grand succès de ces négociations vient du fait que quand il aborde, la première chose qu'il fait dans une conversation, c'est qu'il cherche, même si c'est la taille d'une petite pièce de 20 centimes, il cherche à voir qu'est-ce qu'on a en commun. Qu'est-ce qui t'intéresse et qu'est-ce qui m'intéresse qui fait que tout à coup là on est sur notre pièce. C'est pas une pièce, c'est autre chose quoi. Bien sûr, parce que ce que je veux dire c'est de la taille d'un, tu vois, ça peut être tout petit, tu vois, ça peut être tous les deux on s'intéresse à l'éducation et on se rend compte en explorant l'éducation que tout à coup on a tous ces autres trucs qui nous intéressent et donc je cherche ça. Quand je rencontre quelqu'un, j'ai une espèce de, c'est comme si j'étais un petit lapin, tu vois, et je vais dans le champ là, et je cherche le pissenlit, tu vois, je le cherche et je le trouve, tu vois, parce que les gens d'abord sont vachement touchés que quelqu'un soit aussi intéressé. Je crois que la curiosité est un truc qui m'allume totalement, tu vois, je sais vraiment. D'où ton lien avec Sir Ken Robinson. Mais oui, bien sûr, parce que et pas seulement la. Oui, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer des gens qui s'intéressent à eux-mêmes, et qui, pas dans le sens, tu vois, narcissique de se regarder le nombril, mais dans le sens de c'est qui cet animal, c'est qui cette nana, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qui lui fait peur, quand elle a peur, qu'est-ce qu'elle fait. Quand elle fait flipper par quelque chose, qu'est-ce qu'elle fait pour dépasser son flip, tu vois? Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer des gens qui sont dans cette conversation, tu vois, qui sont dans cet intérêt d'eux-mêmes, et que du coup, quand tu t'intéresses à toi-même, tu connais l'autre. Moi, je connais beaucoup mieux les autres maintenant que je connais cet animal et comment il fonctionne, tu vois. Donc, c'est un des trucs qui m'intéresse le plus. Donc là, tu as donné un super truc, tu t'intéresses à la personne, tu as de la curiosité et tu vas chercher un peu ces points communs. Alors du coup, je voudrais qu'on rentre dans le détail là-dessus parce que souvent, dans mes formations, je leur dis, voilà, cherchez des points communs, trouvez les points communs qui entre la personne et vous. Et c'est marrant de les voir faire des fois parce qu'il y a un peu un côté maladroit, c'est-à-dire ils ont du mal à poser la question. Et du coup, la personne me dit, oui, mais je l'ai fait, mais l'autre m'a dit, mais c'est quoi, c'est un questionnaire, c'est une interrogation. Et c'est vrai que du coup, c'est intéressant pour moi parce que moi, je vais le faire de façon fluide, je vais m'intéresser à la personne. Je voudrais savoir qu'est-ce qui fait que c'est naturel en fait? Qu'est-ce qui fait que ça paraît naturel? Ou comment une personne pour qui aujourd'hui ça ne l'est pas peut arriver à développer ça? Très intéressant. Je dirais que… Alors, tu as posé plusieurs questions. Oui. Laquelle je réponds? Je crois que fondamentalement pour moi, c'est que j'ai un vrai amour pour les gens. J'ai vraiment une espèce de tendresse pour l'humanité où les gens me touchent vraiment et je suis très facilement émue, tu vois, par quelqu'un d'autre. Et donc, comme j'ai accès, si tu veux, à cette compassion ou j'ai accès à cette empathie, quand je suis en présence de quelqu'un, je me dis pas, bon allez, je vais aller apprendre qui ils sont. Tu vois, je suis plus dans un truc, je suis beaucoup plus dans une énergie
de, de, de chercher ce qui m'émeut chez lui, tu vois, de le laisser lui voir ce qui peut-être l'émeut en lui chez moi. Tu vois, j'ouvre cette porte assez facilement parce que je pense que les gens dont tu parles là, qui sont un peu maladroits, puis l'autre lui répond à c'est quoi, c'est un interrogatoire, tu vois. C'est pas, on apprend à faire ça. On n'est pas, c'est le contraire. Je crois qu'on a appris à faire ça pour se protéger. Je pense que quand tu prends des enfants dans un jardin, ils se posent pas la question est-ce que je vais jouer avec le pote là-bas, je le connais pas, il est d'une autre couleur d'ailleurs. Ils s'en foutent, ils vont jouer avec le monde parce qu'il fait un pâté de sable, il a envie d'aller faire un pâté avec lui, et c'est ça qui est intéressant, tu vois. Je pense que c'est après en grandissant qu'on s'inquiète, qu'on commence à être vigilant, tu vois, qu'on nous a dit qu'il fallait peut-être pas parler avec les gens qu'on connaissait pas, tu vois. Il y a toute cette espèce de lourdeur sociale un peu qui nous force à sortir de nos rails naturels, justement, où tout naturellement, un enfant, il a envie d'aller jouer avec l'enfant d'à côté, et peu importe son statut social ou sa couleur ou son appartenance politique, tu vois. Et ce serait sympa qu'on revienne à ça. Ce serait sympa qu'on revienne avec l'intelligence peut-être ou l'intellectualisation qu'on a en grandissant. Donc, je te dis pas qu'on va tous se mettre à faire des pâtés de sable, mais ça pourrait être bien. Ça pourrait être sympa. Mais je pense que cette idée, si tu veux, de revenir à et c'est peut-être ce que j'aime tellement dans ma boîte actuelle, tu vois, où j'aide les gens on va en parler, mais j'aime cette idée d'aider les gens à transpirer, parce que de la même façon que le sang, si tu coupes ton doigt et que moi je coupe le mien, on n'est pas nés dans le même village, on n'a pas le même âge. Si un mec était là et qu'il est chinois et l'autre il est sénégalais, une fois que tu ouvres, c'est tout de la même couleur. On a tous les mêmes os, on a tous du sang, on a tous de la sueur, on est tous pareils de l'intérieur. On a tous un cœur qui bat, celui qui l'a pas, il est plus avec nous. Donc on a tous, si tu veux, ces points, on a tellement plus de points communs que pas. Oui, que de petites différences. La petite différence qui est la pigmentation de la peau, ou la langue dans laquelle j'ai été élevée, ou l'appartenance politique de mes parents, tu vois. Et c'est tellement moins quand ils pensent. Ce qui fait qu'on est un être humain, c'est notre cœur qui bat, c'est nos pensées, c'est le fait qu'on a... Oui, en fait, il y a des milliards de points communs. Des milliards de points communs. Et bizarrement, c'est le petit truc qui est pas commun qui nous challenge. Qui nous sépare, tu vois. Et disons que moi, quand je rencontre quelqu'un, je suis tout de suite dans un... Je suis dans une espèce de... Comme je suis rentrée dans un... Oui, comme un enfant. Ouais. J'avais l'image d'un enfant. Ouais. Je suis comme un enfant et je me dis... Et surtout quand c'est quelqu'un qui vient à moi avec un espèce de désir de ne pas se révéler, tu vois, et d'être un peu coincé, d'être un peu timide et tout. Alors là, ça m'amuse encore plus, tu vois. Ouais, c'est un peu comme une chasse au trésor. C'est un peu une chasse au trésor, tu vois. Et des gens, ils te traitent un peu genre ne t'approche pas, tu vois. Il y a une espèce d'énergie, tu vois, t'as pas intérêt à te rapprocher de moi, tu vois. Et comment tu réagis, tiens? Mais moi, ça me bouleverse, ça, parce que je me dis que tu ne fais pas ça quand ta vie a été simple et tendre. Tu fais ça parce que t'as pris des claques dans la figure, tu vois. Donc il y a de la compassion qui arrive, en fait. Immédiatement de la compassion. Et quand tu es quand tu fonctionnes, si tu veux, à ce niveau, si tu veux, de vrai intérêt, de vraie gentillesse et de vraie d'affection pour les gens. Tout de suite, les gens sont complètement... Tu vois, ils posent leur valise, tu vois. Oui, alors que tu pourrais te dire, mais qu'est-ce qu'elle a, cette connasse ou... Sûrement. Il y en a sûrement qui se le disent, d'ailleurs. Ouais. Mais bon, je peux pas... Oui, tu es pote avec tout le monde, de toute façon. Donc, à un moment donné, ça s'élimine un peu tout seul, tu vois. Mais je pense qu'il y a des gens qui se disent... Celle-là, elle aime tout le monde. C'est quoi ce... Oui, je veux dire, quand quelqu'un, par exemple, s'ouvre pas, ça pourrait être facile justement de critiquer en disant ah tiens, elle est pas ouverte cette personne. Oui, voilà. Ah non, ça c'est comme il y a un magnifique truc de Surken d'ailleurs où il dit à Death Valley il n'y a pas de plantes. C'est tellement sec, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Pendant des années, il n'y a pas d'eau, tu vois. Et il y a trois printemps, 4 printemps, il y a eu de l'eau. Et il y a des trucs qui sont mis à germer dans un endroit où il n'y avait rien, depuis des milliers d'années, il n'y avait rien. Mais il y avait des graines, tu vois, qui étaient sous-jacentes, sous cette terre tellement sèche, tu vois, il y avait qu'un peu d'eau, tout a commencé à pousser. Et il y a des photos incroyables de ce moment où tout à coup il y a du vert en plein milieu de la vallée de la mort, tu vois. Et les gens sont comme ça, les gens peuvent être facilement à la vallée de la mort parce qu'il leur est arrivé des trucs affreux, tu vois, dans leur vie où des gens ont été terriblement destructeurs, tu vois, et donc ils ferment, et tout à coup toi t'arrives, tu mets un peu d'eau et c'est genre, oh, une magnifique plante verte, tu vois. Oh, moi, rien ne m'arrête, quoi. Je dirais que c'est mon... Quand les gens J'adore cette image, hein, j'étais en train de revoir au ralenti la plante, vraiment super. Je m'amuse toujours quand les gens, surtout les hommes peut-être, mais tout le monde est obsédé par aller sur la Lune. Tu vois, les Américains, on est allé sur la Lune, c'est un grand machin, tu vois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans la Lune là, tu vois. Ce qui m'intéresse, c'est
Et puis dans ta lune à toi, tu vois, c'est quoi ta lune? C'est quoi ce qui fait que toi tu te lèves le matin, tu traverses le monde, tu vas acheter tout ça, tu m'appelles, tu me connais même pas, genre, c'est quoi ce qui fait que tu t'as allumé ton why, le why de Simon. C'est quoi ton why, exactement, tu vois. Et enfin, je sais pas, tu peux jamais avoir une conversation où tu t'ennuies, quoi. C'est une chasse au trésor, comme tu disais tout à l'heure, c'est une absolue chasse au trésor. Waouh. Ça fait une belle vidéo, en tout cas, j'adore voir ta passion s'exprimer comme ça. Et je pense que tu as répondu à vraiment la vraie question, c'est-à-dire que effectivement la recherche de points communs, ça va être une entre guillemets une stratégie qui va fonctionner à condition qu'il y ait le bon présupposé, les bonnes fondations, qui est de vraiment s'intéresser à la personne, en fait. Et je pense que c'est là où ça se joue le plus. Un des trucs qui m'amuse beaucoup, c'est beaucoup de gens utilisent ça comme une stratégie, tu vois, c'est comment tu vas vendre mieux. Intéresse-toi à ton client, tu vois, c'est un peu le. Mais tu te rends compte que là, à la limite, moi, je laisse les gens un peu aller sur cette route parce que quand les personnes se rencontrent, ce que moi j'essaye de créer, ça va se faire. C'est-à-dire que au début, tu y vas parce que tu penses que tu vas pouvoir vendre plus de bagnoles, tu vois. Ouais. Mais à la fin de la journée, il va y avoir une vraie connexion. Ça va vraiment se passer. Donc même si au début, tu crois que tu le fais juste pour vendre une voiture de plus ou juste pour faire, tu vois, cet acte transactionnel qui est, tu vois, le commercial, par exemple. Ouais. En fait, si tu le fais avec un tout petit peu de sincérité, tout à coup, ça t'embarque un peu malgré toi, tu vois. Et tu vas découvrir qu'il y a une vraie relation et une vraie dynamique, si tu veux, avec l'autre, que peut-être tu n'imaginais pas quand tu as démarré, tu vois. Et je trouve ça super sympa, comme c'est une surprise un peu, tu vois. C'est un peu comme quand tu manges une galette des rois, tout à coup, tu vois, il y a oui, tu vas pour un objectif et en fait, tu découvres autre chose. Il y a autre chose, tu vois, sur le… Ouais, là, ça me parle bien parce que j'ai fait une formation là, pour les commerciaux de chez Schmitt et je leur dis, OK, pourquoi vous posez des questions et je leur demandais, pourquoi vous posez des questions aux clients? Alors, oui, pour trouver des arguments pour lui vendre. Et après, je continue, OK, quoi d'autre? Qu'est-ce qui va se passer? Quoi d'autre? Et après, il y en a un qui me dit, eh ben, pour savoir de quoi il a besoin, en fait, et pour pouvoir le servir. Ouais. Et en fait, voilà, c'est la même chose que les arguments, mais simplement, c'est beaucoup plus centré sur comment je vais faire pour servir. Et effectivement, c'est intéressant de savoir de quoi il a besoin, mais je ne suis pas là pour… Parce que si même il a besoin d'un zèbre et que tu lui vends une girafe, d'abord, ça va pas être très longtemps il va être mécontent, il va revenir avec sa girafe, il va dire, moi, je voulais vraiment un zèbre, tu vois, pourquoi tu m'as vendu une girafe? et je pense qu'on souffre de cette incongruence nous-mêmes, tu vois. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, je faisais du commercial, je vendais du mètre carré dans des salons d'exposition, tu vois. Alors, quand je vendais des pleins, les gens étaient vachement contents, mais mes patrons, tu vois, j'étais vachement mise en valeur. Mais après, j'avais des clients qui étaient pas contents, tu vois, qui avaient une expérience qui était pas en fonction avec ce qu'ils cherchaient, tu vois. Enfin, combien de temps tu peux vivre comme ça? Et c'est comme si tu vivais à côté de toi-même, tu vois, tu as cette sensation. Après, les gens me disent, j'ai pas confiance en moi. Genre, tu m'étonnes. Tu peux pas avoir confiance en toi quand tu es sur un édifice que tu sais toi-même. Et pas être le bon. Et tu vois, et sur l'eau, sur du sable, tu vois. Il faut que soi-même, on construise un édifice où… C'est pour ça que je trouve très important de pas dire de mensonges, tu vois, et de pas pour les autres, tu vois, c'est pas un problème moral. Pour soi. C'est un problème que si je dis des mensonges, mon équilibre, si tu veux, il est bouleversé, tu vois, il est pas solide. Parce que chaque fois que je pense à moi, je me dis, je suis quelqu'un qui dit pas la vérité, moi, je peux pas lui faire confiance à celle-là, hein. Sauf que c'est moi. Alors, donc j'ai pas de valeur, le niveau d'estime. Tu vois, le truc, l'échafaud dégringole, tu vois. Alors nous arrivons à ce fameux sujet qui était la question que j'avais en tête au début. Donc tu as une activité qui aide les gens à transpirer tout en stimulant leur mental en même temps, ce qui est original, parce que du coup il y a les deux qui s'harmonisent en même temps. Et avant d'arriver à cette activité, tu m'as parlé un peu hors caméra de ce qui s'est passé chez toi. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui. Je me suis réveillée un matin, je dirais en 1996. Donc il y a presque, il y a 10 ans, oui, non, il y a 20 ans, il y a presque 20 ans. Il y a 20 ans? Il y a presque 20 ans, ouais. Oh my God. Et, c'est ça. Et j'habitais aux États-Unis déjà, et donc je faisais 320 pounds, qui est l'équivalent de, je crois, 170 kilos. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup, et ce qui est le double de ce que je fais aujourd'hui. Et donc je suis partie sur une donc là, tu avais quel âge à peu près environ? J'avais 25 ans. 25 ans, mon âge quoi. Oui. Et sauf que j'en avais 3 comme toi autour de moi. Et si tu veux, c'est évidemment pas quelque chose qui s'est passé du jour au lendemain. Ce qui s'est passé du jour au lendemain, c'est que je suis montée sur la balance et que les 320, c'était le maximum de la balance. Ça t'a fait un déclic? Et là, j'ai vu l'aiguille, tu vois, qui essayait d'aller plus loin et elle pouvait pas parce qu'il y avait plus, tu vois, il y avait plus voilé, c'était trop de kilos, tu vois. Et donc, j'ai vraiment, je me souviens de m'être regardée dans la glace, juste mon visage, tu vois, et de me dire,
Là, tu as vraiment un choix, quoi. Parce que soit tu continues ce que tu es en train de faire et demain ce sera 400 pounds, 500 pounds, tu vois, il n'y a pas vraiment de limite hein, à ce baril, tu vois, Et ça va vite en plus. Ça va vite, et puis, puis surtout une fois que tu es dans ces chiffres-là, si tu veux, c'est un peu, tu vois, 300, 400, c'est pareil, tu vois, c'est un peu, alors qu'aujourd'hui, 1 kilo, c'est 1 kilo, tu vois, alors qu'avant, 1 kilo, ça pouvait être 5, 10, 12, c'est pareil. Et donc, je suis partie, je dirais d'abord dans un parcours émotionnel. Je me suis vite rendu compte que ce que je mettais finalement dans ma bouche était probablement 10 ou 15% de ce qui devait se résoudre. Ce qui devait se résoudre, c'était plutôt l'histoire émotionnelle, l'histoire mentale que j'avais construite, si tu veux, autour de ce phénomène, tu vois, qui est d'avoir, comme si j'avais un château autour de moi tout le temps. Une protection. Ouais, une protection, et puis une espèce de désexualisation. Tu vois, j'ai une femme grosse et un homme gros, c'est un peu pareil. Tu vois, t'as plus de forme, tu vois, t'as plus les différenciations que t'as sur un corps qui est censé être un peu plus déterminé, tu vois. Ouais, c'est vrai, j'avais jamais pensé à ça, effectivement. Ouais, et dans les deux sens d'ailleurs. Tu prends une femme, tu la fais maigrir, et ça ressemble à un homme aussi, tu vois. Ça va dans les deux sens. Je pense que beaucoup. Oui, il y a un homme aussi qui est trop maigri, il ressemble à une femme. Exactement. Et donc, si tu veux, c'est une espèce d'extrémisation qui est destinée, je pense, enfin, qui pour moi l'était beaucoup, à devenir un espèce d'objet non sexuel, tu vois, une espèce j'étais une âme, un mental très intéressant, j'étais drôle, tu vois, il se passait plein de trucs, mais j'étais plus un corps, tu vois, j'étais une espèce mon corps était juste destiné à transporter ma tête un peu, tu vois. Et donc ça a été des années d'un incroyable voyage. En fait, tu n'étais pas ton corps quelque part, à ce moment-là dans ta tête. Non, d'une certaine façon, j'étais pas mon corps. Ce qui est quand même intéressant, parce qu'une des dynamiques aussi d'avoir pris tellement de poids, c'est que je me sentais pas vue. Et que plus je prenais de poids, plus je me disais, bah, quand même, ils vont bien me voir, là, avec mes 400 pounds, là, tu peux pas ne pas remarquer quelqu'un qui rentre dans la pièce qui fait 4 fois plus que le poids normal, tu vois. C'est un truc, tu vois, c'est comme si tu t'arrives avec un grand chapeau avec des plumes, tout le monde dit, ah, elle a un chapeau avec des plumes, tu vois. Donc, c'est un petit peu ce côté, pas clownesque, mais presque, tu vois, c'est tellement extrême, tu vois, et puis les gens, c'est marrant parce que ma fille est rousse, et on remarquait tout le temps quand elle était petite que les gens faisaient référence à elle dans une classe, c'était la seule rousse par exemple, et donc vous savez la petite rouquine. Ah oui, je vois qui vous voulez dire. Moi j'étais, vous savez, la grosse. Et les gens voyaient tout de suite de quoi il s'agissait, tu vois. Tu le vivais bien ou pas? Écoute, je dirais que non. Non, je peux pas dire que je le vivais bien. Je pense que je le vivais mieux que beaucoup de gens qui le vivent plus mal, parce que ça m'a jamais empêché. T'avais l'esprit qui fonctionnait bien. J'avais l'esprit qui fonctionnait bien, et puis surtout, j'avais trouvé mon espèce de modus operandi où je savais comment fonctionner à cette altitude, si tu veux. Je savais comment jouer le truc, et donc j'avais l'impression un peu d'être moi en charge de ce qui se passait, tu vois. Je voulais un mec. Le fait que je sois la forme que j'étais n'avait absolument aucune incidence sur le fait que je le récupérais ou pas. Tu vois, j'étais un peu dans un truc de challenge, genre, tu vas tellement vouloir être avec moi malgré les kilos et malgré que c'est pas forcément ce que tu veux, tu vois. Donc j'étais un peu dans un truc. Et ça le faisait. Et ça le faisait, tu vois. Donc j'avais sans arrêt des preuves, tu vois, que vraiment. Il n'y avait pas besoin d'être. Non, des jobs. J'ai décroché des jobs. Tout le monde disait, mais elle va jamais décrocher ce job. Genre, j'ai bossé chez Chaumet, tu vois, qui était quand même la marque la plus. Tu vois, de bijouterie, joaillerie, machin, toutes les nanas faisaient 20 kilos toutes mouillées, tu vois, et moi j'arrivais là, dans une espèce de petit ballon, tu vois. Alors qu'il y avait comme une forme d'excitation associée ouais. à. Genre j'en ai rien à foutre, quoi. Un peu, j'en ai rien à foutre, et j'allais le faire un peu malgré tout ce que vous me dites que je peux pas faire, je vais le faire quand même, tu vois. Mais, comme on disait un peu tout à l'heure, je me souviens un jour, je voyais un psy à Paris qui s'appelait Jean-Philippe Zarmati, qui était vraiment absolument brillant, qui un jour m'a dit, mais est-ce que toi tu souffres pas de ça? Parce que, ok, tu gagnes ce que tu veux et tout ça, ça t'empêche pas d'avancer dans ce que tu veux et tout ça, mais à un moment donné, toi, c'est pas douloureux pour toi de pas trouver des pantalons à ta taille, de pas. Les avions, mes parents voyageaient beaucoup quand j'étais petite et j'ai des souvenirs complètement incroyables d'arriver dans l'avion et de me dire, je suis pas sûre que je vais pouvoir m'asseoir sur la chaise là, tu vois, parce qu'il y a des trucs sur les côtés. Ouais, mais moi je vois, alors que je suis fin, que des fois je me dis. Tu es déjà bien serré, tu vois. Je me dis, waouh, comment ils font en fait? À chaque fois que j'arrivais quelque part, je regarde une chaise et je me dis, peut-être c'est mieux si je reste debout, parce que je suis pas sûre que la chaise va pas casser, tu vois. Et c'est un peu ridicule de tomber dans un restaurant avec les quatre fers en l'air, tu vois, quand tu pèses ce genre de poids. C'est un peu grotesque, tu vois. Donc il y avait vraiment quand même beaucoup. Puis il y a eu des moments incroyables. Je me souviens un jour, maman et moi partons à l'aventure de me chercher un pantalon.
Parce que tu vois, je fais une taille, tu imagines, c'est très très grand par rapport à Paris, tu vois, surtout. Et donc on cherche un pantalon. Je me rappelle, on va chez Chicago, avenue des Ternes. J'ai peut-être 16-17 ans, tu vois, et je vais chercher un pantalon. Et j'arrive dans le magasin et la fille, elle me tend, vraiment déjà quand je rentre, elle me regarde un peu comme si, genre, faut pas trop que je m'approche, c'est un peu contagieux la grosseur, tu vois, genre un peu, qu'est-ce que vous faites dans notre magasin, tu vois. Et alors elle me tend ce pantalon un peu, tu vois, comme ça, et elle me dit, ah, je pense que ça va vous aller, il y a cette femme qui l'a acheté la semaine dernière, elle était énorme, énorme, je suis sûre que ça va vous aller. Ok, donc toi, un peu penaud, tu vas dans la salle d'essayage, tu vois, et t'essayes le truc, et le truc, tu... Rentre pas. Et il rentre pas, tu vois, il rentre pas, il s'arrête au genou, tu vois, parce que j'étais vraiment grosse, tu vois. Et je sors de la cabine et je tends le truc à la nana et je lui dis, ah, j'aime pas tellement la couleur, excusez-moi. Et je pars, tu vois. T'es en colère un petit peu à ce moment-là? Je pense que c'est tout le temps un mélange. Je pense que pour moi, je dis pas du tout que c'est vrai pour tous les gens qui ont, si tu veux, cette dynamique. Je pense que ma façon à moi d'être grosse était vraiment pour m'empêcher de sentir mes sentiments. C'était vraiment, tu vois, genre je vais tout noyer dans du Nutella. Et tout va être tu cool, tasses tu dans vois. la digestion, quoi. Tu tasses le Nutella, tu vois, chaque jour. Là. Les émotions sont plus Et donc, profondes. je ne suis pas triste, je ne suis pas effrayée, je suis pas, tu vois, je me demande pas où va ma vie. Ouais, c'était déconnecté des émotions. C'était vraiment, genre, chaque fois que je mangeais du Nutella, ça avait ce côté, tu vois, genre, tout va bien. Tu vois. Donc, est-ce que j'étais en colère ouais, sûrement, mais tu vois. Oui, non, mais je vois, il y a un peu comme un ado qui va prendre du cannabis, il va être un peu déconnecté, quoi. C'est pareil, tu vois, je pense que ça a un côté, tu vois, ou l'alcool, évidemment, ça a un côté, je vais juste arrondir les angles et ça va passer, tu vois, tout ça va passer. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'aimais plus, c'était devenu un peu un truc qui était ma vie, c'est-à-dire que je devais gérer ce truc tout le temps. Et j'avais d'autres choses à faire, tu vois, je sentais que j'avais d'autres choses à faire. Comme une forme d'handicap, en fait. Ouais, c'est comme une forme d'handicap. Et en même temps, bizarrement, c'était aussi une forme de moteur parce que tout ce que j'ai fait dans mon enfance, tu vois, de 15 ans à 30 ans pour résoudre ce problème, c'était des trucs incroyables, tu vois, je faisais des séminaires, j'allais voir des médecins incroyables, je volais jusqu'à Madrid pour aller parler à un mec qui fait de la respiration pour te remettre dans ton enfance, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et ça marchait pas à chaque fois? Tout marchait pas, tu vois, à un moment donné, il y a un... Oui, il se passait des trus, mais pas le poids. Il se passait des trucs, et je perdais 10 kilos, mais comme c'était pas vraiment résolu, je reprenais 20, tu vois, c'était un peu, tout ça était quand même assez, je sais pas, non efficace, je dirais. Et en même temps, j'apprenais au fur et à mesure du chemin, tu vois, j'apprenais des trucs incroyables sur moi, tu vois, et je crois que c'est devenu plus un problème quand j'ai... Un des gros déclics qui s'est passé, c'était d'ailleurs une conversation avec un Français qui s'appelle Apfeldorfer, que j'adore, Gérard Apfeldorfer, qui avait accepté de me prendre un peu, alors que j'habitais aux États-Unis, ce qui quand même était incroyable parce que c'est un psy à Paris, tu vois, complètement légitime et pas du tout habitué, si tu veux, à faire des choses tellement originales. Et il m'a fait mes séances pendant que j'étais aux États-Unis. Maintenant, on fait des trucs sur Skype et tout, tu vois, à l'époque, c'était à 25 ans, tu vois, on faisait rien de tout ça. Et je lui ai donné un challenge en me disant, je pense que s'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est vous, tu vois, ne m'abandonnez pas parce que je suis à 10 000 km, tu vois, faisons ce travail, que je sois là ou que je sois pas là, c'est pareil, tu vois. Et un jour, on a eu une conversation magnifique sur cette idée que quand tu es gros, tu te sens coupable, tout le temps. C'est-à-dire que c'est un espèce d'état, tu sais même pas que tu te sens coupable parce que c'est comme, tu vois, c'est comme si toi, tu marchais tout le temps à dire je suis un criminel. Voilà, j'ai fait quelque chose d'horrible et donc je dois me sentir, si tu veux, mal vis-à-vis de moi-même. Parce que c'est ce que la société fait des gens qui sont gros, tu vois. Et donc à chaque fois que tu manges, tu veux tellement pas ressentir cette culpabilité que tu éteins tout, tu fermes les écoutilles. Et donc si tu manges en n'étant pas conscient de ce que tu manges, évidemment tu manges 4 fois plus. Tu sais, là tu te retrouves, t'es à la fin de ton paquet de gâteaux et tu te dis mais où sont passés les gâteaux? T'as même pas remarqué que t'avais mangé les gâteaux parce que pendant tout le temps où tu mangeais les gâteaux, donc tu t'es juste déconnecté. T'es parti quoi. T'es parti, juste à ta main qui fait comme ça, tu mâchouilles, ça part dans ton estomac, tu sais même pas ce qui s'est passé. Tu te réveilles d'une espèce de torpeur et tout à coup, les pâtes, tu vois, les pâtes, le chocolat, tout est parti. Et donc, je pense que le premier travail d'accepter et d'être confortable, il me disait toujours, si vous mangez du Nutella, Sophie, mangez du Nutella. Arrêtez de vous emmerder à cacher, à pas dire, à mettre dans le placard. Arrêtez. Mettez-vous devant moi là, allez chercher du Nutella tout de suite. Il m'a fait aller acheter un pot de Nutella. Il m'a fait s'asseoir devant lui, manger avec ma cuillère mon pot de Nutella. Et là, tu prenais conscience du coup le fait qu'il soit là. Non, quand t'as un mec comme ça qui te regarde pendant que tu le fais, ouais, tu peux, tu vois. Et c'est vrai qu'au bout d'une cuillère, oh, c'est drôlement sucré, hein, vraiment, c'est drôlement gras. Hein.
Alors que si tu es dans un truc où tu te déconnectes, tu peux avaler le pot entier, tu remarques, après t'es malade. Aujourd'hui, je mange un tiers du quart d'une demi-cuillère, je m'évanouis, tu vois, tellement maintenant c'est l'inverse, tu vois, je suis tellement consciente de ce que je mange que je peux même pas imaginer. Ah, c'est super intéressant, c'est-à-dire que la première clé, ça a été juste pas d'interdire, au contraire d'autoriser, mais de prendre conscience. Oui, exactement. Et ça, c'était le grand truc d'Apfeldorfer qui disait, si tu manges avec culpabilité, tu t'amplifies, tu as besoin de manger plus et donc tu te punis et pour te punir, tu manges encore plus. Et c'est vraiment un cycle qui ne va nulle part d'intéressant, tu vois. Et donc, inverser ça, ça a été génial. L'autre dynamique que j'ai… Oui, c'est un peu comme le rapport à l'échec pour un enfant. C'est-à-dire que si l'enfant qui n'a pas le droit à l'échec, il va de moins en moins agir et ça va être… complètement paralysé. Voilà. Si tu as peur de l'échec, d'ailleurs, sur ce sujet, il y a un truc hyper intéressant. Alors, je m'inquiète beaucoup là. J'ai peur qu'on bascule sur un autre sujet super intéressant. Là, je dévoile le livre quand même. Sur ce sujet intéressant, dont d'ailleurs parle beaucoup Sir Ken Robinson, ils ont pris 2 groupes d'enfants. Et ils les ont mis dans 2 salles avec les mêmes objets pour jouer. Il y avait du papier, des crayons, des machins à coller, des plumes. Tu vois, il y avait plein d'ustensiles dans les 2 salles. Ils leur ont dit, alors, allez-y, on va faire un concours. Que le meilleur dessin gagne. Alors, allez-y, créez quelque chose, mais compétition, tu vois, on va voir lequel va gagner, sans donner de critères. D'ailleurs, juste dire le meilleur. L'autre groupe, ils ont dit, alors vous savez quoi, on va s'amuser. On a toute la journée. Éclatez-vous, faites ce qui vous fait plaisir, amusez-vous, créez. Et ils ont pris le résultat, donc ils ont ramassé, si tu veux, tout ce que les gamins avaient fait. Le groupe qui était en compétition, aucune créativité, aucun risque, aucune joie de vivre, parce que tout le monde était dans un truc genre je vais me cacher ce que je suis en train de faire pour pas que l'autre il me copie, machin. Alors que dans la salle où il y avait, si tu veux, jeu du plaisir et tout, il y avait coopération, les mômes s'aidaient entre eux. Ah toi tu sais pas couper, ah bah tiens moi je sais pas coller, ah bah tiens attends moi je sais faire ton truc et tout. Totale coopération pour créer des trucs 10 fois plus intéressants. Voilà. Donc ça c'est pour ce sujet-là. Mais on pourrait en reparler d'ailleurs. Pour finir la boucle, je voulais juste vous faire de plus. Ils ont pris le même genre, ils ont pris 2 groupes d'enfants, 16 ans. Ah d'accord. Et ils les ont mis dans 2 salles différentes histoires. Ça c'est pour la bouffe. Un groupe, ils leur ont dit, on va manger, et pendant qu'on mange, on va parler de ce qu'on mange. On va nulle part, on a toute la journée, on va rester là coolos. On va juste manger les uns avec les autres, on va juste partager l'expérience. Mais on ne peut parler que de la bouffe. Ok. L'autre groupe, ils leur ont dit, alors voilà, on va manger le plus vite possible et on va aller à Disneyland juste après. Et pendant qu'on mange, on va que parler de Disneyland. Qui est allé, qui n'est pas allé, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qui nous a fait peur, blablabla. On va tout parler de Disneyland. Un groupe a mangé 2 fois plus que l'autre groupe. Quel groupe? Disneyland. Voilà. Disneyland a mangé, merci. La majorité des gens disent le contraire parce qu'ils sont restés là toute la journée. Pourquoi le groupe de Disneyland a mangé 2 fois plus? Ils sont pas conscients. Ils étaient complètement inconscients de ce qu'ils mangeaient. Et 2, ils étaient dans l'excitation d'aller faire autre chose et d'aller donc le plus vite possible. Donc plus tu manges vite et plus tu manges. Donc manger en faisant quelque chose n'est pas une bonne idée. C'est jamais une bonne idée. Les pop-corn devant la télé n'est pas une bonne idée. Remarque comment on mange quand on mange comme ça. On est à la fin de notre pot de pop-corn, tout à coup, là, on top. Mais il est où le truc? Le truc, il est descendu de 20, tu vois, 40 cm. C'est un très bon exemple. Donc, si tu veux, l'idée pour moi, donc le deuxième truc qui a été, le deuxième tournant clé pour moi, ça a été de manger plus doucement. Parce que ça prend 25 minutes pour le cerveau de comprendre que la satiété… Hey, t'as mangé. T'as plus faim. Ça prend 25 minutes. Que tu manges un peu ou que tu manges beaucoup, au bout de 25 minutes, t'as plus faim. C'est le problème des McDo où tu vas pouvoir d'ailleurs manger très vite. Tu manges dans ta voiture, tu manges comme ça, à toute vitesse et tout. Donc en 20 minutes, t'as le temps de manger le McDo, le milkshake, les frites, le double frites. Tu vois, t'as le temps de faire tout ça parce que tu vas à toute vitesse, tu vois. Alors que si t'as tout ton temps et que tu manges bien tranquille… Maintenant, je dirais… 98% du temps, je suis la dernière à finir. Toujours. D'ailleurs, c'est un peu un gag. Dans mes copains et tout le monde se moque. De toute façon, Sophie, ça va prendre 1 heure de plus. Donc, laissez-la dans son coin. Tout va bien. Et moi, je mange. C'est devenu manger… Parce que tu parles ou… Un peu. J'ai appris aussi à être… J'ai appris à dissocier dans un autre sens où je peux être avec moi et être avec toi sans que ça veuille dire l'un ou l'autre. J'ai appris, si tu veux, à être beaucoup plus… Maintenant, quand je suis avec toi, j'ai pas besoin d'abandonner d'être avec moi. Tu vois, alors qu'avant… L'un ou l'autre. J'étais totalement dans toi, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, et tout. Ah, ça n'existait pas. Tu vois, c'est comme si moi, j'étais pas à table. Tu vois, et ça a changé beaucoup. Tu vois, maintenant. Aussi, je pense que ça a aussi joué sur le poids d'ailleurs. Énormément. Énormément, parce que comme je suis là, je m'oublie pas, tu vois, je suis pas une entité séparée de moi, tu vois. Et donc, aujourd'hui, un repas, c'est marrant parce que tu as dit ça tout à l'heure, quand tu as dit, si tu jetais le caillou
comment tu vas te sentir si tu jettes le caillou? Ma version de ça, c'est que maintenant, quand je m'assois pour manger, et je suis au restaurant par exemple, je regarde le menu et je me dis, tiens, si je mange ça, comment je vais me sentir? Parce que parfois, j'ai envie du truc de frites et du machin, etc., tu vois. Mais je me pose vraiment la question, genre, est-ce que je m'aime assez pour faire un choix? Elle est encore plus puissante peut-être que cette question-là presque. C'est très très fort. C'est cette idée, si tu veux, de est-ce que j'ai suffisamment d'amour pour moi dans ce moment pour choisir quelque chose qui fait que cet après-midi, je vais avoir la pêche, je vais être claire, je vais avoir de l'énergie, je vais pas être... parce qu'il y a moi, certaines nourritures, si je les mange... Alors du coup, comment tu manges aujourd'hui? Très sainement. Alors c'est quoi sainement? Je mange des salades, je mange des légumes, je mange de la viande. Je suis un peu anémique. Je mange aucun sucre. Ok. Quand tu dis sucre, donc est-ce que tu manges des fruits? Je mange des fruits. Aucun fruit processé. Donc pas les raffinés quoi? Non, aucun raffiné. Est-ce que ça, ça t'arrive ou pas des fois? Jamais. Mais tu sais quoi? Ça sincèrement, moins t'en manges et moins t'as envie d'en manger. Enfin, moins j'en mange, moins j'ai envie d'en manger. Je peux pas dire pour tout le monde, mais je pense que le sucre, on a une relation très addictive au sucre. Très addictive au sucre. Oui, il y a des études qui montrent que ça attaque les mêmes parties du cerveau que les drogues. Les mêmes parties du cerveau que l'héroïne. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc moi, quand je mange du sucre, je deviens quelqu'un que je n'aime pas. Je deviens agressive, je deviens ce que maintenant je trouve sympa, qui est dynamique et de l'énergie, tout ça, ça dépasse un peu le truc et ça devient agressif. Ça me rend agressive. Donc, comme j'ai pas envie d'être cette personne, et ça m'attire pas, parce que j'ai pas envie d'avoir à me battre avec un tigre, tu vois, je préfère tranquillou, ne même pas m'approcher du... C'est vraiment intéressant ce sujet parce que je vais te faire un partage. Moi, j'ai tendance à manger pas mal de légumes, poissons, etc. Ouais. Mais il y a quand même des fois, c'est quand même un peu une lutte. C'est-à-dire, je vois ce fondant au chocolat et non, je ne vais pas le prendre, mais ça reste une forme d'effort. Alors du coup, et quand je vais le prendre, tu vas regretter je vais être là. Alors des fois, je vais en profiter, mais où ça ne va pas être assez en fait. Je vais le prendre. Tu vas en vouloir plus. Je vais en vouloir plus et je vais quand même être frustré. Oui. Alors du coup, globalement, j'ai une bonne alimentation, mais il y a quand même beaucoup de frustration associée à mon alimentation. Alors c'est pas par rapport au poids que je le fais, mais plus par rapport à cette idée de prendre soin de mon corps, d'être dans une belle énergie, etc. Et alors pour certaines personnes, c'est vraiment flagrant. C'est-à-dire, elles vont manger sucré, l'énergie va chuter. Moi, c'est plus que je sais que ça c'est pas bon, mais j'ai tendance à avoir vraiment beaucoup d'énergie. Donc même pour sentir la différence, c'est très subtil en fait pour moi. C'est-à-dire que beaucoup manger, ça je vais le faire, la différence. Mais si je vais prendre un fondant au chocolat, je ne vais pas vraiment sentir que je suis plus fatigué. Donc ça me demande plus de la foi que vraiment une sensation. Alors est-ce que je dois affiner mon acuité sensorielle? C'est intéressant pour ça pour moi parce que ce qui m'intéresse beaucoup ces dernières années, je dirais même derniers mois même, c'est cette idée que les mots que tu emploies quand tu parles te sont très propres. C'est-à-dire que ce que toi tu dis, la façon dont tu choisis de dire tes mots, c'est très spécifique. Ah bah ça j'en suis sûr. De la même façon, comment on se nourrit et ce qui est bon pour nous, c'est pour moi exactement la même, ça a cette qualité si tu veux très unique. Très unique. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, ce qui est bon pour moi, ce qui va faire que quand je sors de ce repas, non seulement je me sens bien physiquement, mais je me sens que c'était un bon choix. Tu vois, que c'était un choix qui va m'aider à être plus clair dans ma tête et qui va m'aider à mieux dormir ce soir, qui va faire que ma peau est plus jolie, tu vois, whatever, ce qui est important pour moi. C'est quelque chose qui est tellement unique que c'est comme ton ADN un peu, tu vois. C'est un peu comme il y a que toi qui sais. Et je pense que c'est plus qui peut savoir. Qui peut savoir, voilà, exactement. Merci. Il y a que toi qui peux savoir parce que c'est effectivement une quête. Ça va pas te tomber dessus. Tu vas pas te réveiller un matin et dire ah hop ça y est j'ai le menu pour l'année. J'ai le textbook, tu vois, je sais exactement quoi faire et j'ai qu'à faire ABC et tout va aller très bien, tu vois. C'est beaucoup plus intéressant que ça. Je pense que l'univers est mieux foutu. J'ai bien aimé je sais pas si c'était volontaire, mais la reformulation. Parce que c'est vrai qu'on aurait plus tendance à dire ça va être du coup un peu le truc de l'effort, il faut que je trouve. Mais non, c'est beaucoup plus intéressant que ça, effectivement. Ouais. Pour moi, c'est devenu un peu, tu vois, parfois je regarde la nature parce que je trouve que la nature a une bonne. C'est un bon miroir pour nous, tu vois. Et quand tu regardes un arbre, c'est pas comme il se lève le matin, il dit aujourd'hui, je veux pas qu'il y ait du vent, hein, puis s'il pleut, je vais rester couché. Et puis si, tu vois, l'arbre, il est juste là pour nous donner des pommes ou des poires. Et c'est ça tu vois, c'est ça c'est comme tout à l'heure quand on parlait des femmes, tu vois. Fais quelque chose d'intéressant et tout ça va s'aligner très bien, tu vois. Moi, je sais que ma bouffe, elle est au plus calme et au plus simple et au plus facile quand je suis engagée dans ma vie. Et que je me sens pas seule, et que si je me sens seule, j'ai le courage d'aller appeler un copain, lui dire viens on va dîner, je me sens un peu blues ce soir, tu vois, et
et que je suis très en contact avec mes besoins et mes désirs. Il y a un rapport direct entre ton alimentation et comment tu te sens en fait. Mais incroyable, incroyable. Au tout début, quand je faisais ce travail, je remarquais que je voulais des chips. Je voulais des chips, mais comme si jamais je ne mangeais pas de chips, j'allais mourir, tu vois. Comme un fumeur en fait. C'est exactement comme un fumeur. Et je me rendais compte que les chips, c'était parce que j'étais en colère. Le Nutella, c'est parce que je me sentais seule. Wow. Tu vois, il y avait tout un espèce de langage entre... J'écrivais, j'avais un journal. C'est une très bonne idée, ça. C'est un bon truc si tu veux aider les gens à faire ça. Bah, t'es en train d'aider les gens à faire ça. Tu prends un journal et tu as tes 2 colonnes et tu te dis, tu marques comment tu te sens. Là, l'émotion que je ressens par rapport à ce que je mange. Ce que je choisis de manger. Et parfois, c'est pas là tout de suite, je me sens en colère et hop, je mange. C'est, j'avais envie de manger des chips, je les ai pas mangés. Et donc, parfois, tu as besoin de faire un peu un retour en arrière de 2-3 jours, même parfois, tu vois. Mais si tu as le courage de vraiment prendre le temps de regarder tout ça, c'est incroyablement lié. Parce qu'encore une fois, naturellement, quand tu prends un enfant, avant que tu l'aies gavé de sucre, avant que tu l'aies gavé de trucs qui ont vraiment rien à voir, l'enfant, il mange, il a plus faim, il arrête de manger. Il y a une espèce de relation à tout ça qui est beaucoup plus simple, avant que nous, on la complique. Moi, je veux que ma bouffe aujourd'hui, ce soit de la même façon que je mets de l'essence dans ma voiture. C'est de la nutrition. Oui, t'as besoin de ce qu'il a besoin, quoi. Je donne à mon corps ce dont il a besoin. Et ça veut dire que parfois c'est ah tiens ça c'était un peu trop, ah tiens ça c'était pas assez. Tu vois, j'ai mangé trop tard et du coup j'étais un peu j'ai commencé à me sentir un peu émotionnellement même dérangée parce que j'ai pas mangé assez vite. Tu vois, donc c'est une espèce de relation. Ouais, de tout le temps ajuster en fait. C'est tout le temps en train d'ajuster. Alors une toute dernière, toute petite question parce que sinon on va prendre vraiment 4 heures à faire l'interview. Il y a un truc souvent par rapport à cette alimentation, quand j'en parle autour de moi, je me rappelle j'étais à Miami avec des entrepreneurs et je pense que j'étais un de ceux qui avait la meilleure alimentation entre guillemets, selon moi, selon mes critères. Et ils me disent ouais mais David, mais tu profites pas de la vie. En gros… C'était ça la critique. Alors moi c'est pas grave parce que mais je me suis dit tiens c'est intéressant parce que ça veut dire que si eux m'ont dit ça, quand je le dis aux gens, il y a sûrement des gens dans ma salle, dans la formation ou des fois je fais un séminaire, je vais avoir 300 personnes donc je ne vais pas entendre chaque personne, qui doivent se dire ouais mais c'est bien, mais je profite plus de la vie. Alors du coup, qu'est-ce que… Bah écoute, moi je sais qu'à 320 pounds où j'avais pas l'énergie d'aller me lever, enfin moi je sais que je profite beaucoup plus de la vie quand je suis saine et que je me sens bien. Tu vois, profiter de la vie, pour moi c'est pas boire du café, de l'alcool, fumer, être sous. Tu vois, pour moi ça c'est pas profiter de la vie, c'est être incapable d'avoir des relations sociales en dehors de mes, tu vois, de mes espèces d'ajustements de substances, si tu veux. Pour moi, enfin ça c'est pas un truc qui m'intéresse, tu vois. Moi ce qui m'intéresse c'est de me lever le matin, d'avoir une pêche d'enfer. Donc ok, donc ça te force quelque part, ça t'amène à développer d'autres entre guillemets d'autres compétences pour arriver à créer ce dont tu as vraiment besoin en fait. Oui, je pense que c'est un plus grand besoin pour moi d'être libre de mes addictions, d'être détaché de substances qui me rendent franchement à la fin de la journée malade. Enfin, je sais que quand je mangeais du sucre, j'étais malade tout le temps, tu vois, j'étais excitée tout le temps, j'avais envie de sucre encore plus tout le temps. Là, j'aurais été dans un moment avec toi, si je mange du sucre, je me serais dit tout le temps à quelle heure il part David là, parce que faut que j'aille manger du chocolat. Ouais, c'est vrai que merde, tu n'as pas du Nutella d'ailleurs? Non, je n'en mange plus. Et pourquoi on t'a choisi? Nous, on prend du Nutella après chaque interview en fait. On va aller boire de l'eau, ça va nous faire du bien. Oui, on va avoir besoin d'eau. En tout cas, vraiment merci, c'était super riche ces 2 interviews. Est-ce que, alors en anglais, je sais déjà qu'on peut te trouver sur internet. Est-ce qu'en français, on peut te trouver aussi ou… Écoute, j'ai écrit un bouquin en français qui s'appelle L'éloge de la responsabilité, la petite éloge de la responsabilité. Waouh! Je commence toutes mes formations avec la responsabilité, donc… Ah, nice. C'est un bouquin très sympa qui est publié chez Retz, R-E-T-Z. Ils l'ont encore et c'est un bouquin sympa. Et j'ai plein d'articles. J'écrivais pour psychologie quand j'étais. D'accord, très bien. Ici, donc il y a plein d'articles en ligne. Eh bien écoute, c'était vraiment magique. J'ai hâte que vous puissiez la voir, parce que vous la voyez déjà du coup. Mais merci à toi, c'était vraiment super. Merci à toi, David.